cette deuxième conférence sur les coulisses du tourisme. Si vous n'avez pas vu les autres conférences en replay ou en live, les coulisses du tourisme est un cycle de conférences à destination du grand public avec pour objectif de démystifier, d'expliquer au grand public comment ça se passe et comment se passe l'arrière-plan dans le tourisme. Et nous saluons Philippe qui vient d'apparaître. Philippe est le directeur, Philippe Duhamel, le directeur du festival. Il nous dit bonjour, j'arrive à lire sur les lèvres. Et là, dans cette conférence sur les coulisses du tourisme, j'ai l'honneur de vous présenter Nathalie Huard. Nathalie Huard est guide conférencière. Elle a aussi plein d'autres activités, mais elle se positionne là comme guide conférencière. Elle a accompagné de nombreux groupes à l'international dans son métier et elle va intervenir en cas de pépin, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire, quels sont les bons réflexes lorsque j'ai un problème quand je voyage et que je suis à l'étranger. Vous pouvez poser des questions dans le chat, je tenterai d'y répondre. Si je ne sais pas y répondre, je garde la question et je la pose après à Nathalie. Nathalie, c'est à toi et merci de venir partager avec nous. Bonjour, alors je vais partager mon écran pour vous parler eh bien, de ce que l'on peut faire en cas de pépin. Je vais essayer de lister pour vous quelques cas pratiques qui vous permettent d'avoir les astuces et surtout de savoir comment réagir lorsque vous êtes confronté à un problème à l'étranger. Souvent à l'étranger, on ne connaît pas le fonctionnement, on ne sait pas trop vers qui se tourner et surtout on ne pense pas forcément à récupérer les justificatifs qui vont vous permettre de demander une indemnisation. Donc le premier cas qu'on peut envisager, c'est qu'est-ce que l'on peut faire en cas de maladie ou d'accident à l'étranger. Alors pour cela, il faut distinguer plusieurs cas. Déjà, bien sûr, prendre ses précautions avant le départ. Et qui dit prendre ses précautions avant le départ, eh bien, si vous pouvez le faire, il faut impérativement essayer de récupérer une carte européenne d'assurance maladie. Cette carte, elle est valable 2 ans et elle est utile si vous allez dans les pays de la CEE, en Suisse ou également dans l'espace économique européen. Il est très facile de la récupérer, une simple demande en ligne est possible, mais attention, il faut une demande par membre de la famille, y compris les enfants de moins de 16 ans. Et si votre voyage a lieu dans moins de 15 jours, eh bien, on va vous envoyer un certificat provisoire qui sera valable 3 mois. Si vous avez anticipé et que vous avez fait votre demande plus de 15 jours avant votre départ, cette carte, vous allez pouvoir la recevoir à domicile et elle sera destinée à vous simplifier la vie parce qu'elle va vous permettre une prise en charge des frais sans avancer les dépenses, ce qui est très intéressant. Et si vous n'avez pas cette carte européenne d'assurance maladie, eh bien vous devrez avancer les frais, conserver les justificatifs et faire votre demande de remboursement à votre retour. Donc ça, c'est le premier élément et la première démarche à faire. La deuxième est de vérifier quelles sont les garanties de votre carte bancaire. Il faut imaginer que nos cartes bancaires nous protègent en cas de voyage. Et ces cartes, eh bien, elles sont sous deux formats, soit basique, soit haut de gamme. Donc, il faut que votre carte, vous vérifiez si elle est basique ou haut de gamme. Il faut vérifier qu'elle est en cours de validité. Et surtout, il faut savoir que vous n'avez pas forcément besoin de régler votre voyage avec cette carte pour être couvert. Cette carte bancaire, elle va couvrir aussi bien vous en tant que titulaire, mais tous vos enfants qui sont à charge fiscalement de moins de 25 ans. Et les services d'assistance sont pris en charge par votre carte bancaire en cas de maladie et d'accident si la durée de ce voyage est inférieure à 90 jours. Cet élément est très important car la carte bancaire ne vous couvre pas au-delà d'un voyage de 90 jours et je vous indiquerai par la suite comment faire, comment procéder si votre voyage est d'une durée plus importante que de 3 mois. Alors, cette garantie de carte bancaire, comme je vous le disais, basique ou haut de gamme, il est évident que les couvertures ne seront pas les mêmes, mais de toute manière, cette carte bancaire va vous couvrir dans l'organisation et la prise en charge du rapatriement en France, dans les obligations et les frais d'hospitalisation. Elle va vous permettre d'avancer les frais d'hospitalisation et elle va vous rembourser des frais médicaux.
Pour cela, vous avez un plafond qui est différent, comme je vous le disais, entre une carte basique, où le plafond atteint 11 000 € et une carte haut de gamme qui peut vous accorder un plafond de 155 000 €. Donc, plutôt que de prendre une assurance voyage, comme ça peut être le cas quand vous partez à l'étranger, il peut être judicieux de choisir une carte haut de gamme qui va non seulement vous couvrir dans le cadre de la maladie et de l'accident, mais qui vous couvrira également dans le cas d'annulation et qui peut avoir beaucoup plus de services à vous offrir. Alors certes, la carte haut de gamme a un coût annuel, mais si vous voyagez plusieurs fois dans l'année, si vous achetez régulièrement avec votre carte bancaire, ça peut être un investissement intéressant. En carte haut de gamme, on entend par exemple les cartes Visa Premier ou encore les cartes Mastercard Gold. Donc, ces cartes bancaires vous protègent, comme je vous le disais, jusqu'à 90 jours. Attention, la carte basique ne vous protège pas en cas d'annulation. Il s'agit simplement de la carte haut de gamme. Si vous partez pour un voyage de plus de 90 jours ou si vous n'avez pas de carte bancaire, alors il faut envisager de souscrire une assurance complémentaire auprès d'un voyagiste ou bien auprès d'un organisme spécialisé comme Europe Assistance ou Mondial Assistance. Pourquoi souscrire une assurance complémentaire? Tout simplement parce que certains pays engendrent des frais d'hospitalisation qui sont très onéreux. Je pense à l'Australie, notamment à la Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Canada. Mais également, certains pays peuvent vous demander ce justificatif d'assurance complémentaire lorsque vous rentrez dans le pays. Donc, important de souscrire cette assurance dans les cas qui sont indiqués au-dessus, pas de carte bancaire, un voyage de plus de 90 jours ou un voyage dans lequel les frais médicaux peuvent être assez onéreux. Que faire donc une fois que vous avez des soucis de santé sur place, que ce soit accident ou hospitalisation? Il faut savoir que les remboursements sont très différents selon les pays et les frais engagés. L'achat de médicaments, même chose, peut faire l'objet d'une ordonnance française qui est valable dans les pays de la CE, peut faire l'objet aussi de remboursements selon les tarifs en vigueur en France. Ça veut dire tout simplement que ces médicaments vous seront remboursés au tarif de la France. Et si vous avez des soins inopinés, eh bien, le remboursement, lui, se fera selon la législation et la tarification du pays d'accueil. Donc, les consultations et hospitalisations, même chose, on différencie l'ACE, la Suisse et l'espace économique européen. Dans ce cas, votre carte européenne vous est utile, ça permet la prise en charge et ça permet la pratique du tiers payant si c'est le cas, donc pas d'avance de frais. Si vous avez avancé les frais, vous serez remboursé selon la tarification du pays d'accueil. Si vous êtes hors CEE, hors Union, hors espace européen économique ou hors Suisse, eh bien là, il va falloir avancer les frais, conserver bien sûr tous les justificatifs pour pouvoir vous faire rembourser au retour. Et si vous avez une carte bleue ou une assurance complémentaire, il faut impérativement prévenir les services d'assistance et ouvrir un dossier. Si vous ne faites pas cette procédure, eh bien, vous ne pourrez pas avoir le remboursement de vos frais au retour. Et il faut un accord du service d'assistance pour bénéficier de ces remboursements. Au retour, eh bien, pour être remboursé, il va falloir entamer un certain nombre de démarches. D'abord auprès de la sécurité sociale pour remplir un soin reçu à l'étranger et demander un accord de prise en charge et fournir bien sûr les justificatifs. Une fois le remboursement de la sécurité sociale effectué, vous allez vous adresser à tous vos autres organismes auprès desquels vous avez souscrit et ce remboursement se fera sur la base des frais engagés en complément des frais remboursés par la sécurité sociale. Donc voilà un petit peu le résumé pour les frais à l'étranger en cas d'accident ou d'hospitalisation. Autre cas pour lequel vous pouvez avoir aussi un souhait d'indemnisation, c'est qu'entre vos séjours, votre voyage ne correspond pas à ce que vous avez acheté. Dans ce cas, en effet, il faut informer très vite votre interlocuteur, l'hôtel, le tour opérateur, l'agence de voyage, celui qui vous a vendu le voyage. Et le mieux est de trouver une solution tout de suite sur place pour éviter la frustration. Si ce n'est pas le cas, il va falloir effectuer une plainte par écrit, en garder une copie
et demander au prestataire de vous offrir une alternative pour que le dommage soit limité et vous puissiez profiter de votre voyage. Si cette alternative est de moindre valeur, il vous faudra réclamer la différence de prix. Et si la proposition n'est pas acceptable, eh bien, vous pouvez la refuser et le prestataire doit vous trouver un moyen de transport pour vous ramener sur votre lieu de départ et vous indemniser. Mais pour cela, il faut bien sûr que vous ayez trouvé des solutions sur place. Et il est clair qu'il faut mieux trouver des solutions plutôt que de rester avec une frustration. Donc, surtout ne pas engager de frais sans l'accord de l'agence de voyage, car vous êtes susceptible de ne pas être remboursé. Et puis surtout, très important, il faut rassembler des preuves. Pourquoi? Parce que ça va vous servir de justificatif pour demander une indemnisation si vous estimez que c'est nécessaire. Donc, comment rassembler des preuves? Eh bien, on prend des photos, on prend des vidéos, on va regrouper les plaintes et les témoignages d'autres participants, on va prendre également leurs coordonnées pour monter un dossier et on va utiliser les réseaux sociaux en mode public pour accélérer le traitement du problème si ça ne se passe pas de manière suffisamment rapide. Et surtout, il faut demander une indemnisation si le problème n'a pas été réglé sur place. Alors, pour cela, il va falloir tout simplement envoyer une lettre recommandée au vendeur de la prestation dans un délai d'1 mois après le retour, accompagner cette lettre de toutes les preuves réunies pour étayer votre réclamation. Et si vous n'avez pas de réponse, eh bien, vous avez un recours avec la Commission des litiges français. Pas de réponse après 4 mois, eh bien, vous pouvez vous adresser aux différentes adresses qui sont indiquées sur le slide, aussi bien une conciliation qu'un arbitrage ou bien le médiateur du tourisme. Alors, il est clair que les médiateurs du tourisme à l'heure actuelle sont débordés dans le cas des problèmes de Covid, mais en temps normal, dans un contexte, je dirais, plus serein, ce médiateur peut être une bonne alternative pour obtenir une réponse et une indemnisation et une solution à votre litige. Autre cas pour lequel vous pouvez demander des indemnisations, c'est des cas de retard ou de surbooking. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le surbooking? Le surbooking, c'est tout simplement une surréservation, une double réservation. Le prestataire a vendu un nombre de places supérieur au nombre de places disponibles. Dans ce cas, bien sûr, eh bien, vous n'avez plus votre réservation. Alors, qui pratique ce surbooking? Eh bien, en général, les hôtels et les compagnies aériennes, entre autres, qui vont pratiquer ce surbooking. Donc, si un hôtel a pratiqué le surbooking, vous allez vous retrouver avec des mêmes prises en charge que dans le cas d'un hébergement qui ne correspond pas à vos espoirs, à vos attentes. Donc, le surbooking hôtelier, l'hôtelier se doit de vous fournir la prestation en supportant le supplément tarifaire s'il y en a ou de vous rembourser la différence si la prestation fournie de remplacement n'est pas égale en qualité. Si vous refusez cette prestation, il est clair qu'il peut à nouveau vous fournir les moyens d'assurer votre retour vers votre lieu d'origine ou vers un autre lieu que vous avez choisi. Mais c'est toujours une solution extrême. L'idéal, c'est de trouver une solution et surtout de vous retourner vers le vendeur si le prestataire direct ne vous donne pas une indemnisation égale à celle que vous estimez. Le surbooking aérien, c'est un surbooking qui également fait preuve d'une surréservation, d'une survente, plus suffisamment de places disponibles. Il faut tenir compte de deux différences. Les vols qui sont dits européens. Les vols européens, ce sont tous les vols qui vont partir du territoire européen, de la Suisse, de l'Islande ou de la Norvège, et tous les vols de compagnies européennes qui vont arriver sur un aéroport des territoires européens. Donc, ça veut dire que Air France, qui part de New York et qui arrive à Paris, ce vol va être considéré comme un vol européen. Et sinon, donc tous les vols, que ce soit une compagnie européenne ou pas, qui partent du territoire européen, tels Qatar par exemple, sont considérés comme des vols européens. Les vols dits non européens, ça va être bien sûr tous les autres vols. Un vol, si on prend l'exemple du vol de Qatar qui part de Doha et qui arrive à Paris, ce n'est pas un vol européen. Donc là, souvent, dans le cas du surbooking, la compagnie le sait.
elle est consciente de ce surbooking. Donc, elle a deux solutions. Soit elle refuse l'embarquement aux derniers passagers qui sont arrivés en porte d'embarquement, d'où l'importance de s'enregistrer en ligne pour indiquer à la compagnie que vous serez présent à bord du vol. Donc, soit la compagnie choisit de refuser les derniers arrivants, soit elle va faire preuve et elle va faire appel au volontariat. Si vous n'êtes pas pressé, si vous avez le temps, eh bien, vous pouvez être volontaire et ça va vous permettre de négocier une indemnisation plus importante et vous aurez aussi des conditions d'assistance. Votre hébergement, votre restauration pendant cette attente sera pris en compte. Si vous avez affaire à un vol européen, vous êtes face à une meilleure prise en charge et vous allez avoir le choix entre l'annulation de votre billet ou le remboursement sous 7 jours. Mais si vous avez le choix également de vous choisir un réacheminement rapide ou un réacheminement ultérieur. Réacheminement rapide, ça veut dire dans quelques heures, le lendemain. Réacheminement ultérieur, vous choisissez une autre date de voyage. Vous choisissez une de ces trois solutions et cela vous permet également de bénéficier d'une indemnisation selon la distance. Si vous avez un voyage de moins de 1500 km, 250 € d'indemnisation, 1500, 3500 km, 400 € d'indemnisation et plus de 3500 km, 600 € d'indemnisation. Attention, cette indemnisation se doit d'être sous forme de cash ou de virement bancaire. La compagnie aérienne ne peut en aucun cas vous fournir un avoir. Bien sûr, je vous parle de conditions qui sont hors Covid. Dans le cas du Covid, qui était une expérience nouvelle, de nouvelles mises en place ont été faites. Et pour la plupart, vous avez reçu soit un avoir valable 18 mois et qui engendre un remboursement par la suite, ou vous avez parfois reçu une fin de non-recevoir, c'est-à-dire que la compagnie aérienne ne vous a toujours pas remboursé. Le contexte Covid à l'heure actuelle est un contexte très compliqué et les compagnies aériennes, les organismes n'ont pas de solution et malheureusement, nous sommes contraints de patience puisque à ce jour, les compagnies font un petit peu le mort et ne répondent pas. Donc, il y a des accusations, entre guillemets, qui ont été faites contre les compagnies aériennes européennes. Il y a des procédures qui ont été lancées, mais à ce jour, le contexte est très, très compliqué. Donc, tout ce que je vous donne comme astuces, je dirais que ce sont les astuces qui existent de par la loi hors Covid. Donc, vous le voyez, votre vol européen vous assure une prise en charge meilleure. Si vous avez affaire à un vol non européen, alors là, je dirais qu'il n'y a pas de cadre existant. Il faut se référer à deux conventions qui ont été signées en 1929 et en 1999. Si la compagnie a adhéré à cette convention, eh bien, ce sont les droits de cette convention qui s'appliquent. Et la Convention de Montréal, qui est la plus intéressante, limite l'indemnisation à 4 500 €. Il faut savoir également que certains pays ont leurs propres règles, comme les États-Unis. Donc, vous l'aurez compris, un vol européen est plus couvert et mieux indemnisé qu'un vol non européen. Et il est judicieux de faire attention lorsqu'on s'inscrit on achète un billet d'avion, à savoir si cette compagnie est européenne ou pas. Comment faire valoir vos droits? Eh bien, tout simplement, la compagnie, en cas de surbooking, vous a fourni une notice qui vous engage à suivre une procédure. Il faut donc suivre cette procédure à la lettre. Et si vous avez un refus d'indemnisation, eh bien, vous pouvez vous adresser à la DGAC en joignant une requête avec toutes les pièces au dossier et il faut pour cela que vous ayez une réponse de la compagnie aérienne ou bien une non-réponse avec à l'appui les différentes dates de vos envois. Alors cette DGAC, elle est là pour obliger la compagnie aérienne à vous répondre et surtout à respecter ses engagements. Vous pouvez avoir un cas de surbooking, mais vous pouvez également avoir un cas de vol retardé. On va avoir la même différenciation entre les vols européens et les vols non européens. Seul petit bémol, en fait, la compagnie vous devra assistance d'hébergement, de restauration et de transport selon la durée de l'attente et la distance du vol.
Si vous avez un vol de moins de 1500 km et 2 heures de retard, vous pourrez bénéficier de cette assistance. Ça sera après 3 heures de retard pour un vol entre 1500 et 3500 km. Et pour les autres vols, il faudra attendre 4 heures de retard. Si vous avez plus de 5 heures de retard, le vol est considéré comme annulé. Vous avez donc une indemnisation automatique qui se fait sur les conditions que je vous ai indiquées pour le surbooking. Une indemnisation automatique, sauf circonstances extraordinaires. Qu'est-ce qu'on appelle une circonstance extraordinaire? Ça va être la météo, par exemple. Ça va être des conditions comme le Covid à l'heure actuelle. Toutes circonstances que la compagnie aérienne n'a pas pu anticiper et pour lesquelles elle n'a aucune responsabilité. Pour les vols non européens, vous aurez également la même indemnisation qu'un retard égale une annulation. Donc, je vous rappelle, ces indemnisations sont différentes si vous avez un vol européen ou un vol non européen. Donc, vous le verrez, c'est toujours un petit peu compliqué de savoir quels sont nos droits. Donc, un petit conseil, une petite astuce, vous avez été l'objet d'un vol retardé, d'un vol surbooké ou d'un vol annulé. Vous pouvez contacter un service qui s'appelle Indemnit Air et vous pouvez vous inscrire gratuitement. Vous allez rentrer tous les éléments de votre vol, les informations, et vous recevrez tout de suite une confirmation de savoir si vous êtes éligible à une indemnité et ça vous permettra donc de lancer un dossier. Le service peut prendre en charge ce dossier. Par contre, l'inscription est gratuite, mais le suivi du dossier pour vous aider à indemniser est payant. En tout cas, ça vous permet, si vous lancez ce dossier, de percevoir une indemnité dans les 30 jours. Dernier petit élément, eh bien, je vous propose un petit conseil. Être vigilant par rapport au choix de la compagnie aérienne, privilégier les compagnies européennes. Et je dirais que c'est encore plus le cas dans ce contexte actuel, puisqu'on se rend compte que les compagnies européennes ont été plus efficaces dans le remboursement des frais, notamment dans ce cas de Covid. Et elles sont plus réactives. De plus, les organismes européens peuvent se permettre de lancer des procédures contre ces compagnies européennes. Il est beaucoup plus difficile, je dirais, de mettre en place des procédures pour les compagnies non européennes. Donc, vous l'aurez compris, il est toujours important de connaître ses droits et de savoir quelles sont les possibilités d'indemnisation lorsque l'on est face à un souci en cas de problème sur place et en voyage. J'espère avoir répondu en partie à vos interrogations et à vos questions. Et bien sûr, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous le souhaitez. Merci, un grand merci Nathalie pour ce partage de grande qualité, très précis, très clair. On a une question d'un certain Philippe Duhamel c'est par rapport à si je n'ai pas sur place ce que j'ai réservé, donc s'il y a un décalage entre la prestation que j'ai sur place et celle que j'ai réservée, il y a des éléments qui sont assez factuels, donc c'est simple, j'ai réservé une chambre avec air conditionné et quand j'arrive, il n'y a pas l'air conditionné, donc ça on comprend, mais après quand ça fait appel à des notions de perception ou des petits détails, la question exacte c'est mais comment savoir qu'on est en droit de demander quelque chose? Comment s'apprécie le décalage entre ce que l'on a et ce que l'on devait avoir? Alors, ce qui peut être fait, c'est souvent quand on fait une réservation, on a un site, on a des photos. Donc, on peut comparer en effet les photos qui sont sur le site avec tout simplement les photos que l'on peut prendre. Une chambre qui est annoncée en effet de très très bonne qualité. Et si la photo ne correspond pas, on peut jouer là-dessus. Mais il est clair que là, on rentre dans une notion d'appréciation et que le mieux est d'obtenir un accord avec le prestataire sur place plutôt que d'avoir de la frustration, de lui demander peut-être de changer de chambre tout simplement en demandant à visiter quelques chambres et voir si on peut obtenir une autre chambre.
Après, on peut maintenir son mécontentement, on peut lancer la procédure, mais il est clair que si on est sur de l'appréciation, c'est toujours beaucoup plus difficile d'obtenir une indemnisation. De toute manière, la règle à retenir, c'est que plutôt que de passer des mauvaises vacances, il vaut mieux essayer de trouver des solutions sur place parce que c'est très frustrant et c'est bien dommage d'être parti, quel que soit le lieu, pour se reposer, être dépaysé et de garder dans un coin de son esprit cette insatisfaction. Donc l'idéal est de trouver une solution sur place. C'est très clair. Ou l'idéal est de faire fi du petit problème et de s'éclater quand même en vacances, mais normalement, il faut avoir ce que l'on a réservé. On est bien d'accord. A priori, il n'y a pas d'autres questions, Nathalie. Je vais couper l'enregistrement. Ah merde, qu'est-ce qui se passe?